parole à Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, aussi nombreux pour parler médias et plus spécifiquement économie des médias. Avec nous donc Marc Feuillet, vous êtes directeur général du groupe Le Figaro, bonjour. Bonjour Isabelle. Valérie Salomon, vous êtes présidente du groupe CMI France. Bonjour Isabelle. Pierre Louette, président du groupe Les Échos Le Parisien. Bonjour. Claire Léost, président du directoire du groupe Bayard. Bonjour. Le sujet qui va nous occuper pendant les 45 minutes qui viennent est sites, applis, web TV, podcasts, événements, jusqu'où étendre le territoire d'un groupe de presse. C'est donc la question à laquelle dont nous allons débattre ces 45 prochaines minutes avec nos 5 invités, tous patrons, patronnes de presse, avec des stratégies parfois différentes, voire divergentes. On va voir quelles sont vos ambitions. Et puis, vous aurez, vous qui nous écoutez, qui nous entendez, une dizaine de minutes à la fin de ce débat pour répondre, pour poser vos questions, à laquelle nos intervenants répondront, des questions qui naîtront sans doute, je l'espère, nous l'espérons, au fil de ces discussions. Alors, l'actualité, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, est très chargée dans le monde des médias. Il y a quelques semaines, La Tribune a décidé de sortir un journal papier hebdomadaire, La Tribune dimanche. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. La tendance est plutôt à la diversification, à la digitalisation, voire à l'étendue d'un média sur d'autres supports, voire à d'autres activités. Il y a aussi eu la prise de contrôle de Vivendi sur Lagardère qui a été officialisée hier. Et dans le cadre de ce rapprochement, pour une question de concurrence, Vivendi, et donc vous, Claire Léost, vous avez vendu le titre Gala au groupe Le Figaro, à votre voisin, et donc à Marc Feuillet, ici présent. C'est peut-être une bonne façon d'entamer ce débat, de l'ouvrir avec vous qui êtes donc à la tête du Figaro. Vous êtes en pleine diversification avec le lancement d'une télévision en Ile-de-France qui veut concurrencer BFM TV, l'acquisition donc de ce magazine féminin, Gala. Quelle est l'idée? Est-ce que vous voulez rajeunir le public et le féminiser? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses et plusieurs éléments dans votre question. D'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre déclinaison de la marque et, je dirais, différentes manières d'éditer et de distribuer les contenus que fabrique une rédaction. Et là, vous avez évoqué les podcasts, la télévision, bien sûr Internet, les réseaux sociaux. Au fond, tout ça, c'est une autre façon à chaque fois d'aller toucher les lecteurs avec une même offre de contenu, produit par une rédaction unique, mais qui se diversifie en fonction des supports de distribution. Ça, je dirais, c'est la déclinaison de la marque et c'est surtout la multidistribution d'une offre éditoriale d'un type. Alors, en l'occurrence, j'ai parlé du Figaro, mais Gala lui-même avait beaucoup de diversification de l'expression de ses contenus éditoriaux. Et puis après, il y a la diversification des activités pour compléter les modèles économiques, où là, on essaie d'aller chercher d'autres territoires, alors en liaison avec la même audience, et de faire notre métier, mais avec d'autres titres et sous d'autres façons. Voilà ce que je peux peut-être en préambule résumer. Et vous, Claire Léost, qui est donc à la tête de Prisma Média, groupe Vivendi, quelle est la stratégie aujourd'hui, et notamment à travers le rapprochement avec Lagardère? Est-ce que vous avez une idée de vous diversifier plutôt à travers de la mutualisation au sein du même groupe? Alors, bonjour à tous. Donc nous, notre métier, c'est d'informer et de divertir les lecteurs. Donc c'est vrai, comme l'a dit Marc, il y a vraiment deux sujets qui sont des sujets différents. Il y a le fait de diffuser nos contenus auprès de nouveaux publics, et ça passe par les sites internet, les applis, les réseaux sociaux, les podcasts, pourquoi pas les événements. Enfin, c'est vraiment diffuser nos contenus par des nouveaux canaux et regarder là où sont les nouveaux usages et s'adapter à ces nouveaux usages pour diffuser nos contenus. Mais ça, finalement, c'est pas de la diversification, c'est juste l'évolution naturelle de notre métier qui fait qu'avant, on produisait essentiellement pour du print. Aujourd'hui, on produit pour des supports très, très variés. Et il
il y a un autre sujet qui est la diversification pure et dure. Là, c'est partir d'une marque média et entrer dans des territoires complètement différents qui n'ont rien à voir avec l'information, avec le divertissement, avec notre métier de base. Donc c'est par exemple ce qu'a fait Elle dans 40 pays. C'est une marque qui aujourd'hui dans certains pays est plus connue parce qu'elle fait des cosmétiques, des parfums, des valises, des hôtels, des cafés que du média. Donc c'est une marque qui est partie du média et qui s'est diversifiée. Et en fait ça c'est pas facile à faire parce que souvent il faut être une marque internationale. Parce que quand vous imaginez une nouvelle ligne de produits comme des cosmétiques, il faut pouvoir la rentabiliser sur plusieurs territoires. Et il faut être une marque aussi avec une certaine aspiration. Donc Elle l'a fait, Vogue l'a fait, mais c'est très difficile pour beaucoup de nos marques qui sont des marques locales et qui n'ont pas forcément des valeurs aspirationnelles pour la lectrice, d'aller sur d'autres territoires. Donc dans le cas de Prisma, pour revenir à votre question... Est-ce que vous avez parlé de Elle? Oui, et peut-être parce que voilà, parler, mais oui, parce qu'elle est entre la Gardère. C'est bien. Oui, tout à fait. Diriger. Nous, dans notre cas, on essaie déjà de très bien faire notre métier sur notre métier de base, donc informer, divertir sur l'ensemble des canaux et de ne pas passer à côté d'un canal. Et on essaie nous, notre métier, c'est de diffuser nos contenus auprès d'une audience la plus large possible, qu'on monétise en publicité. Donc on essaie déjà de très bien faire ça. Et c'est vrai qu'on se diversifie pas tellement parce que finalement, toutes les expériences qu'on a menées, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à les industrialiser à cause de ce que je viens de dire, le côté local et le côté les marques ne sont pas toutes avec une capacité de diversification forte. Donc c'est peut-être un peu décevant par rapport à la thématique, mais nous on essaye vraiment de mais c'est intéressant aussi parce que ça montre aussi quel est le prix de la diversification, comment est-ce qu'il faut le faire. Des expériences, mais finalement pas toujours rentable. Et avant de passer la parole à Pierre Louet, je vais d'abord, parce que vous avez quand même parlé de Elle en montrant Valérie Salomon, pour que tout le monde comprenne. Valérie Salomon, vous êtes à la tête des CMI France, et donc notamment de Elle. Claire Léost a dirigé ce groupe avant vous, et vous venez de la régie pub. Est-ce que ça vous a donné une autre vision finalement d'un groupe de presse et du coup votre réflexion et votre analyse de la diversification à ce titre est aussi intéressante? Alors c'est vrai que venant de la régie publicitaire, j'ai un prisme très business, mais en fait on a tous les mêmes sujets dans les groupes de presse, et qu'on doit chercher des nouveaux relais de croissance, évidemment, on doit chercher de nouveaux territoires d'expression, et dans les relais de croissance, ça peut être également du papier, parce on parle beaucoup de digitalisation, etc., mais nous on est un groupe où en 4 ans d'existence, on est un jeune groupe, on a lancé 5 magazines même, dont un hebdo Franc-Tireur qui est un vrai carton, on vient de fêter les 2 ans, donc c'est aussi des nouveaux territoires d'expression, c'est de nouveaux façons de communiquer. Et puis nous, on a voulu aussi aller chercher des nouveaux domaines d'expertise dans lesquels nous n'avions pas d'expertise. Donc plutôt que d'aller développer l'activité from scratch, on est allé acheter ou prendre des participations dans des sociétés de podcasts, de vidéos, de conseils, d'événements. Et donc c'est comme ça aussi que nous, on estime qu'on peut se diversifier, c'est qu'en allant en chercher de la compétence à l'extérieur de notre groupe et apporter ça à nos marques. Et à chaque fois qu'on a ce concept de prendre des participations, des acquisitions, on le fait toujours sur des activités rentables et sur des activités qui peuvent se développer en stand-alone. Par exemple, Loopsider peut se développer tout seul avec la marque Période. Donc vous avez acquis 45% du capital de Loopsider, CMI France. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc le groupe de presse de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, et à l'origine, c'est plutôt Elle, Marianne, Télé 7 jours, et donc récemment Franc-Tireur. La même chose sur Louis Média, et la même chose sur Ouzbek Erika. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des marques qui se développent en stand-alone et des marques qui peuvent apporter quelque chose à nos propres marques et leur apporter des domaines de compétences que nous n'avons pas jusqu'à présent. Et puis après, à votre disposition pour parler de la marque Elle, parce que c'est vrai qu'on a un développement de la marque Elle qui part du contenu et qui va jusqu'à des notions de service. Donc ça, c'est une marque qu'on a énormément diversifiée. Et donc plutôt de la croissance externe, ce qui n'est pas du tout le choix que vous avez fait, Pierre Louet, puisque vous avez décidé en interne de diversifier les activités du groupe Les Échos Le Parisien, avec des événements comme Média en scène qui nous réunit aujourd'hui, bien encore Vivatech, et que vous avez acquis une certaine expérience en la matière. Oui, effectivement, donc les événements font partie des activités désormais traditionnelles pour nous, et merci de le souligner, c'est un des plus beaux aujourd'hui, et merci à toutes celles et ceux qui ont fait la joie de venir à la rencontre de nos collègues ici. J'avais envie peut-être,
pour commencer de répondre de façon un peu décalée à la question jusqu'où étend le territoire d'un groupe de presse, la diversification dans le monde, c'est jusqu'au moment même où on ne fait plus de presse du tout. C'est une chose qui s'est passée, et je pense au groupe nordique de presse à Schibsted notamment, pour lequel aujourd'hui les activités de presse, je crois que c'est moins de 15% du total du chiffre d'affaires. Ils se sont tellement diversifiés, ils ont tellement voulu quitter un territoire qui était compliqué, ardu, qu'ils ont fait beaucoup de petites annonces légales. Et là, aujourd'hui même, dans un grand quotidien économique du matin, on annonçait qu'Adevinta serait repris par des fonds. Or, c'est l'ancien eBay, c'est l'ancien... Voilà. Donc, la diversification, ça peut aller jusque-là. Marc l'a pas encore mentionné, mais il aura l'occasion de le dire, ça va aussi jusqu'à avoir des agences de voyage, parce qu'on a une thématique voyage très forte dans son territoire de marque, et on fait jusqu'à l'agence de voyage. Nous, on a pratiqué deux choses, quand même des acquisitions, parce qu'on en a fait 15-16 depuis 4 ans, donc bon, des petites, c'est moins volumique ce qui se passe, notamment du côté du groupe Vivendi, mais on a complété nos points forts, on a renforcé de façon organique nos points forts. Un pôle finance dont on a doublé la taille, un pôle art et culture dont on a triplé la taille, enfin, on a renforcé tout ça, avec cette volonté à la fois de diversifier nos risques, de tenir compte de cette érosion quand même des ventes de journal papier en kiosque et en abonnement papier, et de trouver des revenus complémentaires. Alors c'est un peu dans l'ADN du groupe Les Échos parisiens. Moi, quand j'ai pris la tête du groupe il y a 5 ans, on a fêté les 110 ans des Échos, c'était vraiment juste le moment où j'arrivais. Et donc j'avais regardé un peu l'histoire même des Échos, de façon assez étonnante. Dès sa naissance, ce journal qui voulait arracher au fond les quotidiens économiques à un monde un peu interlope dans lequel il vivait, ce journal qui avait un postulat d'indépendance éditoriale très fort, qu'il a toujours aujourd'hui, s'était dit, on va compléter notre activité par un hôtel pour les voyageurs de commerce, qui viendront justement déposer des annonces, faire de la pub, il faut bien qu'ils se logent quelque part, donc ils ont fait un hôtel tout de suite. Donc de façon assez drôle, c'était là dès le départ, et depuis, mes prédécesseurs et moi aussi un peu, on a développé des systèmes d'événements, jusqu'à Vivatech, donc vous disiez que c'était le plus grand événement de tech en Europe, mais aussi des activités B2B, du publishing, des agences au fond de com qui font partie du groupe. Donc ça va assez loin dans la diversification. Merci beaucoup. Pascal Ruffnac, alors vous êtes, alors je ne sais pas s'il faut dire diversifié, parce que effectivement vous avez acquis un certain nombre d'activités, mais toujours en creusant le même sillon, qui est celui de la jeunesse, avec des acquisitions notamment aux États-Unis, donc le groupe Bayard, je pense que vous le connaissez tous, c'est donc La Croix, Le Pèlerin, Notre Temps, et puis tout ce pôle aussi jeunesse, Astrapi, Okapi, Jamir, et je le disais, avec des développements dans le numérique récemment et de nombreuses acquisitions. C'est quoi l'idée? C'est toujours d'aller chercher votre public sur d'autres supports, ou c'est de trouver d'autres formes de financement? Il y a deux enjeux pour le groupe Bayard. D'abord, c'est une longue histoire aussi qui a commencé il y a une 50aine d'années, cette diversification. Mais c'est un enjeu de contact et un enjeu de croissance. Un enjeu de contact parce qu'on est, je crois, la seule entreprise à mission dans les médias. Et dans notre mission, la première, c'est de toucher le plus large public possible. Et donc d'être toujours accessible. J'ai lire ces premiers magazines européens pour les enfants. Voilà. Donc pour nous, ça nous tient à cœur d'être toujours ouvert à tous et à toutes. La deuxième chose, c'est un enjeu de croissance, que la création en jeunesse, particulièrement en jeunesse, mais pour un quotidien également, elle coûte cher, elle coûte très cher. Et le marché français ne suffit pas à amortir durablement cette création. C'est pour ça que dès le début, on a créé une maison d'édition, et puis on avait racheté il y a 25 ans notre principal concurrent Milan, donc on a 2 maisons d'édition, on est le 2e et le 3e éditeur en France, en particulier dans la bande dessinée jeunesse. Et donc dès le début, ça a été conçu à la fois, je dirais qu'à peu près 30% de ce que produisent les maisons d'édition vient, après c'est retravaillé, etc., mais vient de l'inspiration de ce qui est créé par les équipes de journalistes, parce que j'insiste, ce sont des journalistes, comme d'habitude, ce sont 15 journalistes en jeunesse. Voilà. La deuxième chose, c'est l'international, qui tout de suite, nous, depuis 60 ans, fait partie de notre ADN, en se disant, on achète en France à peu près, je crois, 20% des titres français sont achetés notamment dans les pays anglo-saxons. Il n'y a pas de raison que la France, avec son exception culturelle, ne soit pas présente sur des territoires, et on a tout de suite été à vouloir créer des filiales, c'est-à-dire s'installer durablement et pas simplement vendre des droits dans des territoires
étrangers, donc aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Chine. Alors en Chine, ça n'a pas été facile. Voilà, où nos magazines, nos livres, où maintenant le digital viennent se développer dans ces pays-là. Alors évidemment, le digital change la donne parce que d'une certaine façon, vous pouvez avoir une seule plateforme, ce qu'on a maintenant aux États-Unis et au Canada, qui a 150 000 abonnés pour les enfants, d'éducation à la Montessori, et qui est présente en Chine, aux États-Unis, au Canada, et qui est déclinée en plusieurs langues, ou l'acquisition qu'on vient de faire, Newsiomatic, qui a 3 millions d'abonnés aux États-Unis, d'enfants, du CE2 à la 3e, et qui propose 5 actus par jour, déclinés en 5 niveaux de langue, et aussi avec des langues étrangères, parce qu'aux États-Unis, ils veulent que les communautés puissent aussi lire dans leur propre langue. Voilà, donc l'international tout de suite, et j'allais dire les Américains ne se gênent pas pour venir en France, ni les Chinois, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se batte pas aussi sur ce front-là. Et puis évidemment la déclinaison d'un contenu créé sur tous les supports pour qu'il soit accessible, évidemment qu'il y a un enjeu de croissance et de trouver d'autres marchés, et puis aussi d'autres manières d'acheter ou de consommer les médias. Le livre, voilà, c'est pas le même acte d'achat qu'un magazine, qu'un abonnement ou même que la vente au numéro. Donc à chaque fois, ça répond à des usages. Nous, on est totalement neutre, papier, digital, etc. Ça m'est un peu égal, même si j'ai personnellement un amour du papier très fort. L'enjeu, c'est où sont les gens, où sont les enfants. Et puis, quand on parle du senior chez Bayard, voilà, où sont les personnes qui ont plus de 60 ans, comment on peut les toucher s'ils sont sur le digital. On va sur le digital, j'allais dire, on est assez neutre du point de vue du support. Mais c'est presque lié à notre ADN pour aller toucher le plus grand nombre. Merci beaucoup. Pour aller chercher ces relais de croissance, il faut aussi savoir parler le même langage que ceux qu'on va concurrencer. Quand Le Figaro lance une télé, elle se retrouve face à des mastodontes qui ont l'habitude, avec des régies pubs. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend ce métier? Est-ce qu'on reste extrêmement humble? On y va dans quelle perspective, Marc Feuillet? Il faut faire preuve d'humilité. Quand un journal comme le nôtre lance une télévision, ça ne peut être qu'en complément de ses autres offres. Il faut faire quelque chose de différent. Nous, ce qu'on recherchait, c'est avoir une expression audiovisuelle du travail de la rédaction. Alors, on l'avait déjà à travers des vidéos qu'on produisait, et il y avait toute une production d'images et de sons qu'on faisait déjà pour illustrer notre site, et puis pour produire sur les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, on s'est dit qu'il fallait relinéariser, si j'ose dire, toute cette offre pour lui donner une force, une image, pour se contraindre aussi à produire. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé cette télé. Dans notre esprit, c'est vraiment un complément de toutes nos offres. Et puis, on ressentait aussi le besoin d'exister sur ce territoire, qui est quand même important, et sur lequel on a le sentiment aussi que ça nous rapproche de nos lecteurs. Il y a toujours des indices de confiance sur la radio et la télévision qui sont toujours supérieurs à ceux de la presse écrite.